Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble durant 26 minutes. Alors, mon invité, journaliste, il a été directeur des antennes de RMC Découverte. Là, il va travailler dans les documentaires médias Red Bull, si mes infos sont exactes. Il souhaitait devenir océanologue. Sa passion est restée toujours intacte. Alors, ça fait depuis plus de 30 ans, on va dire, qu'il plonge sous les eaux et qu'il capte comme ça ses curiosités sous-marines. Rodolphe Guignard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Oui. Alors, vous avez un superbe livre dans lequel il y a des clichés, vos clichés sous-marins. Le titre de cet ouvrage, c'est Immersion, aux éditions Charles Moreau. Eh bien, je vous propose de découvrir ce premier chapitre des mots et débats au fil des pages. Rodolphe Guignard, tout d'abord, en préface de votre beau livre, il y a le journaliste que l'on connaît, c'est Bernard de la Villardière, qui est présentateur de cette émission Enquête exclusive sur M6. Comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés dans le cadre de mon travail, puisque Bernard est animateur mais aussi producteur. Donc il nous produisait, quand j'étais chez RMC Découverte, pas mal de documentaires historiques notamment. Et on s'est liés d'amitié. Et en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte par hasard qu'il avait un amour fou pour la nature. À l'époque, sur M6, il a produit et animé une émission qui s'appelait Bernard de la Villardière et les animaux sauvages. Et cet amour pour les animaux, c'est également au travers des animaux sous-marins. Et on s'est retrouvés là-dessus. Il a découvert également que j'étais un passionné de photos sous-marines. Et j'ai souhaité... ce que j'aimais bien chez Bernard, c'est son franc-parler, son côté un petit peu cash et rock'n'roll. Et pour la préface de ce livre, je souhaitais un petit peu m'émanciper des discours pas classiques sur l'écologie, etc. Mais je souhaitais avoir un discours un peu neuf. Et je trouvais que sa plume, son franc-parler, était collé assez bien avec mon projet. Alors, votre projet, c'est de prendre ces photos sous-marines. Alors, durant combien d'années? 20 ans, 25 ans? En gros, je plonge vraiment depuis 25 ans. Et je suis tombé dans le virus de la photo sous-marine, parce que c'est un vrai virus, Oui. on va dire il y a une quinzaine d'années maintenant. Et ce livre regroupe, on va dire, 15 ans de voyage à travers le monde. Et j'ai regroupé en gros 180 à 200 photos pour illustrer en fait ce carnet de bord, ce carnet de voyage de ces 15 dernières années. Alors oui, vous êtes parti à Madagascar, l'île Maurice, Tanzanie, aux Seychelles, en Afrique du Sud, Mexique, en Papouasie occidentale. Alors je voudrais savoir, avant de partir, puisque ça fait au moins 25 ans comme ça que vous êtes sous l'eau, comment faites-vous? C'est-à-dire vous dites, voilà, aujourd'hui, je vais partir en Afrique du Sud, je vais partir aux Seychelles, dans cette zone, et là, il y a telle flore, telle faune, c'est ce que je dois prendre comme cliché. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, je suis un photographe qui est amateur, je ne suis pas professionnel, et c'est très important de le préciser. Pourquoi? Parce que déjà, quand je voyage, souvent, c'est en famille. Donc, je pense d'abord à ma famille et ensuite, ma passion, on va dire, s'adapte à l'environnement familial. Donc ça, c'est quand je pars sur des destinations plus familiales, effectivement, j'emporte avec moi mon matériel et je profite de ce voyage familial pour rapporter les meilleurs clichés possibles. Mais d'abord, la destination est choisie d'abord en famille. Ça, c'est la première chose. Vous emportez donc votre matériel, vous ne le prenez pas, vous ne louez pas sur place? Ah non, je prends tout. Je prends tout, oui, parce que c'est un matériel qui est très spécifique, Oui. qui est vraiment sur mesure. Ce sont des caissons qui viennent héberger des réflexes terrestres, etc. Il y a des flashs, parce que la lumière, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la lumière est primordiale sous l'eau. Et donc je prends tout. Donc ça cause parfois quelques petits soucis dans les aéroports, Oui. notamment en termes d'excédent de bagages, etc. Ma femme devient folle. Mais, et puis surtout, c'est très fragile. C'est aussi assez onéreux. Donc oui, là-dessus, il faut faire un petit peu attention. Mais avec le temps, on s'organise. Et puis jusqu'à présent, je touche du bois, ça se passe plutôt bien. Et Voilà. on va dire, votre femme est obligée de s'organiser pour vous? Alors oui, alors ce que je disais, c'est quand même, bon, évidemment, les destinations familiales sont d'abord la priorité, sont ma femme et mes enfants. Mais après, c'est vrai que je pars aussi en expédition, là, plutôt tout seul, vraiment spécifiquement pour photographier
une espèce. Donc là, ça dépend aussi des saisons, ça dépend de l'espèce que je souhaite rencontrer. Donc là, je m'organise vraiment, on prépare une expédition, c'est-à-dire que je contacte les spécialistes locaux et j'organise avec eux les rencontres, les sorties, toute la logistique, la sécurité, etc., etc. Alors parlons de cette flore justement que vous avez photographiée et regroupée dans votre livre. Alors ce sont des récifs coralliens. Là on voit des trésors de gorgones comme vous dites, aussi d'anémones. Euh, Est-ce qu'il y a une crainte? La première des choses c'est pour ceux qui sont aquaphobes ou alors ablutophobes, j'imagine comment approcher justement ces curiosités, ces trésors sous-marins. Alors il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que lorsqu'on rentre dans l'eau, on n'est plus chez nous. Voilà, on rentre dans un autre monde. Et ce qui est très important, c'est d'être le plus humble possible. Voilà. On respecte de la même manière quand on rentre chez quelqu'un ou qu'on visite un pays qui n'est pas le nôtre, on respecte ses us et coutumes. Et ben dans l'océan, c'est la même chose. Voilà. Donc on y va doucement, on s'approche délicatement, et surtout le plus important, c'est qu'on ouvre ses yeux. On ouvre ses yeux et on essaye de regarder. Parce que très souvent, en fait, quand des plongeurs qui m'ont accompagné, etc., quand je leur montrais mes photos, ils me disaient « j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ». Ben non, parce que soit il n'y a que les gros poissons qui les intéressent, ou alors tout simplement, ils ne prennent pas le temps de regarder. Donc de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien de se poser et d'ouvrir grand ses yeux derrière son masque. Et plus on s'approche et plus on se rend compte que finalement, il y a une richesse qui est extraordinaire. C'est-à-dire, à quelques mètres, on peut se dire, tiens, finalement, il n'y a pas grand-chose. Mais quand on s'approche, une espèce de richesse qui se révèle. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers ces photos, notamment de flore et de récifs coralliens dans ce livre. Alors après, il y a des régions qui sont plus riches que d'autres. Oui. Je pense notamment à la Papouasie, oui. Alors, qui est un endroit extrêmement reculé, mais qui commence aussi à souffrir de la surpêche, etc., etc. Mais là-bas, les populations, en fait, ont commencé à se rendre compte qu'un récif corallien vivant, finalement, rapportait plus d'argent grâce au tourisme, qu'un récif corallien mort. Donc, quelque part, il y a des régions comme ça dans le monde où les choses vont plutôt dans le bon sens. Voilà. Alors, en parlant aussi de récifs coralliens, d'anémones, est-ce que vous avez vu cette dégradation sous l'eau? Est-ce qu'au fil de vos voyages? Oui, notamment en Papouasie, j'ai eu la chance d'y retourner 2 fois à 10 ans d'intervalle. Et c'est vrai qu'il y a 7-8 ans, c'était extraordinaire. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un plongeur, c'était vierge, c'était l'océan d'il y a 100 ans, voilà, sans aucune dégradation humaine, sans aucune pollution, etc., etc. C'était tout simplement merveilleux. J'y suis retourné il y a 3 ans. Ça reste toujours extraordinaire par rapport à d'autres régions dans le monde, mais on sent quand même un gros impact. On sent un gros impact, il y a de la déforestation, les pêcheurs pêchent à la dynamite. Donc oui, c'est vrai que ça va très vite. Voilà. Alors après, c'est sûr que si j'emmène un néophyte avec moi en Papouasie, il va trouver ça grandiose par rapport à d'autres régions du monde. Je pense à la mer Rouge, malheureusement aujourd'hui, le nord de la mer Rouge. C'est une catastrophe, il n'y a plus grand-chose. Il faut vraiment descendre dans le sud, près du Soudan, pour retrouver, on va dire, de la vie. Mais oui, vraiment, il y a des régions comme ça. Heureusement, il y a des politiques maintenant de conservation avec des régions qui ont beaucoup souffert et qui commencent tout doucement. On voit leurs récifs se régénérer, donc ça, c'est plutôt bon signe. Oui. Mais ça reste quand même extrêmement fragile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un récif corallien, un coup de palme sur une gorgone, pour qu'elle puisse repousser à une taille identique, c'est des dizaines et des dizaines d'années. Donc un coup de palme peut anéantir des dizaines d'années de développement. Voilà. Et une gorgone, vous le disiez dans votre ouvrage, c'est à peu près 2 mètres les plus grosses, diamètre, ouais. Les plus grosses, Ah oui, les plus grosses, et notamment en Papouasie, elles sont tellement grandes qu'elles dépassent au-dessus de la surface. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont tellement nourries de nutriments grâce au courant marin, etc., qu'elles se développent, et parfois, elles sortent même de l'eau. C'est extraordinaire.
Il y a aussi cette végétation noyée. Alors là, on va partir du côté du Mexique parce que ces photos sont assez étranges. On voit ces nuages comme ça de sulfure d'hydrogène. On se dit oui, c'est certainement sur Terre. Non, c'est dans un lac, dans l'eau, C'est ce sous qu'on l'eau. appelle des cénotes. Oui, Alors les cénotes, c'est quoi? Ce sont des trous d'eau qui ont été formés suite à l'impact d'une météorite il y a des millions d'années. Et ces trous, le plafond en fait de ces trous s'est effondré avec toute la végétation, etc., etc. Et la végétation qui est en décomposition depuis des centaines d'années libère un gaz, donc le sulfure d'hydrogène, et ça crée, alors c'est très étonnant, c'est très mystique même comme ambiance, crée donc un nuage qui fait environ 2 mètres de hauteur, mais ce nuage, et qui flotte entre deux eaux. Voilà, donc c'est très étonnant. C'est comme un nuage un peu de lait. ouais. C'est très très. Il faut le voir pour vraiment se rendre compte de cet effet. Ça se passe on est entre 40 et 43 mètres de profondeur à peu près. Et au-dessus, c'est un puits d'eau, c'est un trou d'eau. On a l'impression qu'on arrive au fond. Et en fait, plus on s'approche, et puis on se dit, mais non, en fait, c'est un nuage. Et donc, on peut même le traverser. Ça fait 2 mètres d'épaisseur. Alors en dessous, c'est la nuit noire, puisque la lumière ne parvient pas à transpercer ce nuage. Mais ça crée un univers complètement onirique, mystique. On a l'impression d'être dans un autre monde. Ça fait même parfois un peu peur, mais ça crée des ambiances qui sont exceptionnelles, notamment pour le photographe. Ouais. D'ailleurs, vous parliez de ténèbres, il me semble, ces rencontres très bien. Lucifer, vous attendez, c'est ce que Ah vous oui, il n'y a disiez. pas beaucoup de Ouais. couleurs, on est vraiment dans le noir, Ouais. on est entre le bleu, le vert, c'est très intimidant. Ouais. Et puis surtout, la végétation, elle est morte au fond, et donc on voit tout ça, on se dit, mais tiens, ce sont les griffes des ténèbres qui vont m'attraper, qui vont m'emmener vers le fond. Et c'est très impressionnant, c'est très intimidant, mais c'est féerique. Ouais. Alors, justement, vous parliez de lumière. Pour tout artiste, peintre, photographe, il faut cette lumière. Alors, comment faites-vous déjà pour vous concentrer sur votre élément, votre sujet, et vous attendez que la lumière se fasse sur cet élément, mais par exemple sur un banc de poisson. Alors, dans le monde sous-marin, il y a deux sources de lumière. Oui. Il y a la source de lumière naturelle qui est le soleil. Oui. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il y a un obstacle qui est l'élément liquide et qui absorbe les rayons du soleil, et notamment la couleur. Et très rapidement, au bout de 1,50 m, 2 mètres, en fait, il n'y a plus que la couleur verte et bleue qui subsiste. Et donc, pour pallier à ça, on est obligé d'apporter une autre source de lumière, qui est une lumière artificielle, qui est avec nos flashs. Voilà. Donc, avec mon boîtier à côté, j'ai 2 flashs. Pourquoi 2? Parce qu'il y en a un qui est principal et l'autre qui va déboucher les ombres, voilà, pour éviter qu'il y ait des ombres portées s'il n'y a qu'un seul flash, et qui permet de restituer toute la couleur, soit des récifs, soit des poissons, etc. Et après, on compose en fait notre image en fonction de la position du soleil, c'est-à-dire qu'on peut être en contre-plongée, faire apparaître le soleil dans notre photo, et en même temps apporter une source de lumière artificielle grâce au flash, mais qui va pouvoir éclairer et restituer toutes les couleurs des poissons, des récifs, etc. Alors justement, parlant de cette faune foisonnante, comment faites-vous? Parce qu'il y a des superbes photos où il y a vraiment ce full contact, enfin, avec ces requins, ces otaries. Il y a cette magie, comme ça, il y a une sorte de complicité entre les animaux. Comment faites-vous pour les approcher? Alors, cette scène que vous décrivez, je m'en souviens très bien, c'est vrai, c'est une vraie rencontre animalière. Ça se passe en Afrique du Sud, on est à 40 km au large du cap de Bonne-Espérance, donc on est en pleine mer, on ne voit plus la côte, on ne voit plus rien. Et on cherche un courant chaud, et on le retrouve d'ailleurs grâce à la couleur de la mer, qui passe un petit peu du vert foncé au bleu turquoise. Et quand on se met à l'eau, il n'y a que des requins qui suivent ce courant, et on s'immerge vers 20 mètres de profondeur, on est entouré d'une cinquantaine de requins. Et d'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure si vous souhaitez, mais on ne risque strictement rien, hein, je le répète, entouré de requins. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, entre dans la danse un nouvel entrant qui sont les otaries. Alors c'est quand même exceptionnel parce qu'il faut se dire qu'on est à 40 km au large et les otaries, elles vivent sur Terre. Donc elles ont nagé 40 km pour nous retrouver, pour retrouver presque leurs copains qui sont les requins. Et là, ce qui est dingue, c'est que en fait, le pouvoir, il s'inverse en une fraction de seconde. C'est-à-dire que d'un coup, les requins, qui étaient un petit peu les seigneurs du large, Oui. ils laissent leur place aux otaries et qui
qui vont commencer à titiller les requins, qui vont commencer à jouer et peut-être un peu à les chasser, mais à les chasser gentiment. C'est un grand jeu, c'est une grande chorégraphie. Et effectivement, il y a eu un moment où il y a cette photo, je vois très bien celle dont vous mentionnez, on voit qu'il y a une otarie qui est face à moi et qui tourne presque la tête. Et derrière, elle voit tous les requins qui défilent. Oui. Et effectivement, je pense qu'elle avait un œil sur moi, mais aussi un œil sur ses petits copains qui étaient juste derrière. Ouais. Oui. Alors, est-ce que, par exemple, le fait que l'homme soit un prédateur, mais aussi une proie sous l'eau, comment faites-vous pour rester toujours discret? Parce que vous me dites que vous avez quand même des projecteurs pour avoir cette source, des flashs pour avoir cette source de lumière. Comment rester discret pour ne pas effrayer votre élément? Je pense, par exemple, au petit hippocampe. Ah oui, alors ça c'est un sacré challenge, l'hippocampe pygmée. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez, l'homme est avant tout un prédateur et très peu une proie. C'est-à-dire qu'on devient une proie si on le cherche, même sous l'eau, bien sûr. On est avant tout un prédateur pour eux. L'ensemble des animaux, y compris le grand requin blanc, qui représente une sorte de mythe de méchanceté alors qu'il n'en est rien, c'est lui qui est mort de peur face à nous, hein. C'est pas l'inverse, hein. Attention. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment remettre les choses à leur place, c'est-à-dire qu'on est avant tout des prédateurs pour eux. Alors après, effectivement, le challenge du photographe, c'est d'arriver à tirer les meilleurs clichés, sans les effrayer. Donc il y a des techniques d'approche. Et alors c'est vrai que le petit hippocampe, alors pour le néophyte, je rappelle que l'hippocampe pygmée qui vit en Papouasie, c'est grand comme un grain de riz. Hein. Ça fait quelques millimètres de long. Donc déjà, pour les trouver, c'est compliqué parce qu'il y a un mimétisme avec la gorgone qui l'accueille. Donc c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des hippocampes pygmées qui sont rouges et leur corps est identique à la texture de la gorgone qui l'accueille. C'est magique. Et alors, caméléon, en fait. Exactement, exactement. Alors il y a des guides sur place qui savent exactement comment les repérer, etc. Mais une fois qu'on les a repérés, il faut les approcher et puis ils ne sont pas idiots. Et c'est étonnant parce que ça demande déjà beaucoup de patience, de faire son cadre, les réglages, etc. La lumière. Et pile poil au moment où on est prêt à prendre la photo, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils se donnent tous le mot. Au dernier moment, ils se tournent et ils se mettent dos à l'objectif. C'est incroyable. C'est une espèce de... Alors c'est parfois un peu stressant. Hein. À la fin, on se dit, mais c'est pas possible. Ils se donnent le mot et tout. Mais c'est comme un petit jeu entre eux et nous. Mais la photo sous-marine, avant tout, c'est un jeu de patience. Ouais. Et voilà, ça fait partie du jeu. Alors, quand vous dites un jeu de patience, il faut rester combien de temps? Alors, c'est en heures, faut-il parler, sous l'eau? Alors, c'est vrai que sous l'eau, on ne peut pas rester 3 heures non plus. Oui. Donc, le temps est imparti. En moyenne, une plongée, c'est entre 3/4 d'heure et 1 heure. Tout dépend de la profondeur, tout dépend des conditions. Est-ce qu'il y a beaucoup de courant? Est-ce que la mer est froide ou pas? Parce que tout ça, ça joue sur votre consommation d'oxygène. Voilà. Donc ça, il y a ce paramètre, on va dire, physique. Donc c'est pour ça qu'après, il faut mettre toutes ces chances de notre côté. Donc moi, quand je suis parti en Papouasie, je suis resté 10 jours sur place et je plongeais 5 fois par jour. Voilà. Donc ça laisse un petit peu de temps pour avoir la photo que l'on souhaite, etc. Après, il y a d'autres challenges. Quand j'ai été en Arctique pour photographier les orques, alors là, je suis parti 3 jours. Et sur les 3 jours en mer, il y a 2 jours où je n'ai pas pu me mettre à l'eau. Pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne peut pas se mettre à l'eau quand on veut. Il faut attendre que les orques chassent le hareng, etc. Donc ça, c'est pas tout le temps. Donc j'ai pu me mettre à l'eau qu'une seule journée, et sur cette journée, j'ai pu me mettre à l'eau qu'une seule fois. Donc là, j'ai eu un peu de bol parce que j'ai réussi à rapporter 1 ou 2 photos, on va dire, correctes. Mais aller jusqu'en Arctique, c'est pas un vol direct. Hein, voilà, avec tout le matériel, c'est compliqué. Il fait moins 40, l'eau elle est à 3 degrés, il fait nuit quasiment tout le temps, en plein mois de janvier, etc., etc. Donc c'est des gros défis un peu rudes aussi pour le corps. Et alors après, quand on revient avec une photo, on a l'impression, voilà, c'est que le but est atteint et on est très content. Mais il y a un côté aussi très frustrant parce que sur les 3 journées en mer, il y en a 2 et poubelle, quoi. Voilà, c'est parfois un peu frustrant. Pour clore ce premier chapitre, au fil des pages, je voudrais savoir quels sont les meilleurs, pas clichés, les meilleurs souvenirs en fin de compte. Est-ce que c'était plutôt du côté des Seychelles, l'île Maurice, en Tanzanie, ou alors en Papouasie? Alors, moi, je suis assez curieux. Donc, c'est-à-dire que je suis aussi fasciné par une raie manta qui fait 6 mètres d'envergure, plusieurs tonnes, par l'orque, voilà, qui est un animal absolument majestueux,
que par ce petit hippocampe pygmée ou par des récifs coralliens. Voilà, je ne suis pas obligé de... Moi, tout m'émerveille. Donc, j'ai 39 ans, mais vous me mettez dans l'eau, je suis un gamin de 5 ans. Dans un magasin de jouets, si vous voulez. Oui. J'ai cette âme d'enfant extrêmement presque candide, innocente, et tout m'émerveille. Donc des souvenirs, en fait, j'en ai plein. J'ai pas le meilleur souvenir, mais c'est vrai que ce que je répète souvent, c'est la rencontre avec un orque, c'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que c'est un mammifère qui est extrêmement intelligent, et donc dans son comportement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand il vous regarde. Voilà. Mais c'est vrai que me retrouver en train de photographier un crocodile la nuit au Mexique, c'est pas banal non plus. Donc ça fait quand même des souvenirs aussi très atypiques. Et moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est des choses un peu atypiques que peu de gens font. Et si je peux être un petit peu le lien entre ces rencontres exceptionnelles et le grand public, là j'ai tout gagné. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe Guignard, de nous avoir donné envie de plonger. J'espère que les aquaphobes viendront un de ces jours découvrir ces curiosités sous-marines. En tout cas, merci beaucoup pour immersion. Voilà. Nous allons continuer, nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Pour Carte sur table, alors on va découvrir un autre profil, journaliste, ex-directeur des antennes sur MC Découverte. Et puis là, vous allez vous diriger dans une nouvelle entreprise, Mediabull. Red Bull, oui, Red Bull Media. Donc là, dans ce média, vous vous occupez des documentaires, c'est bien cela ? Exactement. Alors, quand j'étais chez RMC Découverte, oui. RMC Découverte, c'est toujours d'ailleurs la première chaîne de documentaires en France, spécialisée, on va dire, dans ce qu'on appelle le factual entertainment, c'est-à-dire que vous avez des documentaires plus classiques, mais c'est pas péjoratif du tout comme qualificatif, qu'on peut retrouver sur France Télévisions, sur Arte, qui sont extrêmement qualitatifs. Voilà. Nous, sur RMC Découverte, quand on a lancé cette chaîne maintenant il y a plus de 6 ans, étant sur le canal 24, donc assez loin, il fallait qu'on puisse offrir aux téléspectateurs une offre un petit peu différente. Donc on s'est inspiré à ce que faisaient nos amis anglo-saxons sur Discovery Channel, sur la BBC aussi, sur National Geographic, etc. C'est d'avoir une approche très ludique, pédagogique du documentaire sur toutes ces thématiques, que ce soit l'animalier, que ce soit la science, l'histoire, la technologie, etc. etc. Donc oui, j'ai eu la chance en 6 ans de produire plus de 350 heures de programmes de documentaires par an, ce qui faisait de RMC Découverte le premier producteur et diffuseur de documentaires en France. Et chez Média... Chez Red Bull Media, alors là c'est très récent, puis ça fait quelques jours seulement. Je suis arrivé avec cette expertise justement de producteur, mais aussi de diffuseur de documentaires, pour mettre en place une stratégie de coproduction internationale avec eux, parce qu'on connaît Red Bull surtout dans l'univers du sport extrême, oui. etc. Or, ils souhaitent aujourd'hui s'ouvrir à d'autres thématiques, la culture, la danse, pourquoi pas la fiction aussi. Ouais. Et donc, je pense qu'ils ont fait appel à moi, qui vient d'un univers plus classique de télé grand public, pour pouvoir développer cette stratégie. Parfait. Et quels sont les prochains programmes qui sont déjà mis en place Alors avec Red Bull, oui. Là on est en train de travailler sur différentes choses. On a travaillé sur des formats de danse. Tout ce qui est ouais. Sur les formats de danse. Alors la danse a plutôt le vent en poupe, aussi bien les gros formats comme Danse avec les stars sur TF1, etc. Mais eux, ils sont plus, on va dire, sur la danse urbaine. Et ce rapport entre le corps, l'esprit, la ville. Il y a toute une dimension culturelle aussi derrière tout ça qui est plutôt intéressante. On travaille alors après plus sur un univers sportif, sur le championnat de rallye, puisqu'ils ont une égérie qui s'appelle Sébastien Loeb. Donc on travaille sur un documentaire qu'on aimerait bien proposer sur une chaîne cryptée sans la nommer, mais sur le rapport entre le pilote et son copilote. Puisque en fait on parle toujours du pilote mais très peu du copilote. Oui. Et or ce travail du copilote il est primordial, c'est-à-dire que quand il vous dit à droite et que vous allez à gauche, vous pouvez aller vraiment dans le mur, donc ça peut être très dangereux et on souhaite vraiment faire un focus sur cette relation un peu particulière entre le pilote et son copilote.
Il faut être extrêmement sportif pour être plongeur ou alors même travailler pour Média Red Bull, Alors, Red Bull Média. il faut être en bonne condition physique. Oui. Après, vous avez des endroits dans le monde où la plongée est un vrai loisir. La mer est chaude, il n'y a pas, il y a pas de vagues, donc ça reste très facile. Après, c'est sûr que si je vous emmène en Arctique avec moi, c'est un petit peu plus rock'n'roll. Voilà. Donc il faut être en bonne condition. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez aller voir. Comment, quand, à quelle profondeur. C'est vrai que si vous restez entre 0 et 10 mètres, il n'y a pas de souci, ça reste très simple. À partir du moment où on va plus profond, etc., il y a des facteurs à prendre en compte, des facteurs physiologiques à prendre en compte. Et oui, voilà, c'est-à-dire qu'il faut s'entretenir un tout petit peu. Mais je ne suis pas un athlète, hein, loin de là. D'accord. Merci beaucoup Rodolphe Guignard pour cette deuxième partie d'émission. Là, on attaque la dernière partie, le coup de cœur. Pour cette dernière partie, vous avez 2 coups de cœur. Alors, quels sont-ils, ces 2 coups de cœur? Alors, chronologiquement parlant, je vais parler d'un livre qui s'appelle L'Air de l'eau de David Doubilet, qui est paru en 1999, qui est un petit peu la Bible du photographe sous-marin. David Doubilet, c'est certainement le plus grand photographe sous-marin, qui est un petit peu notre modèle à tous, y compris aux plus grands professionnels actuels. C'est un photographe du National Geographic et c'était un des premiers photographes sous-marins vraiment à en faire son métier et surtout à avoir une approche tournée sur l'instinct animal. Et il arrive à mettre en lumière des comportements animaliers qui c'est pas juste une photo, un portrait, c'est vraiment des comportements animaliers qui sont incroyables. Alors c'est un travail de titan, hein, parce que lui il passe toute sa vie en mer dans des conditions pas possibles, etc., etc. Mais aujourd'hui c'est un peu notre mentor. Quand on est dans une pièce et que vous mettez 10 photos devant moi, tout de suite je vais pouvoir vous dire ça c'est celle de David Doubilet. Voilà, c'est un photographe exceptionnel et il a sorti cet ouvrage en 99, L'Air de l'eau, qui regroupe, c'est un portfolio, voilà, on va dire, de ses plus grands clichés. Et ça m'arrive au moins une fois par semaine de le feuilleter pour pouvoir s'en inspirer. Il a créé d'ailleurs une technique particulière, qui est ce qu'on appelle la technique mi-air, c'est-à-dire d'avoir une partie dans le cliché, d'avoir une partie sous l'eau, et puis en même temps aussi une partie émergée, voilà, émergée et immergée. C'est lui qui a créé cette technique. Typiquement, voilà, la couverture, c'est une technique mi-air, mi-eau. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des clichés où il y a 2 pêcheurs, où on voit des poissons. Oui, et, exactement. En Tanzanie, il me semble. C'est à Zanzibar, exactement. Ouais. Ouais, exactement. Alors, je ne me compare pas du tout à David Doubilet, loin de là, mais si je peux m'en inspirer, effectivement, pourquoi pas. Et le deuxième coup de cœur? Et le deuxième coup de cœur est beaucoup plus récent. C'est le livre de Paul Nicklen, Born to Ice, alors qui est plus qu'un livre, hein, c'est un véritable objet, ça doit faire presque 7 ou 8 kilos. C'est un énorme livre comme ça, magnifique, un ouvrage qui est également un photographe du National Geographic, mais spécialisé dans l'univers polaire. Et alors lui arrive à mettre en image tous les mammifères, les habitants, soit les pingouins, les morses, les baleines, les léopards des neiges, etc. C'est une mise en scène animalière, c'est une poésie, c'est une frénésie, c'est que du superlatif. C'est un type extrêmement doué alors lui, sa vie, c'est que de la souffrance puisqu'il passe sa vie soit au pôle Nord, soit au pôle Sud, dans des conditions absolument dantesques. Ah ouais. Et il en a rapporté un ouvrage, mais c'est un véritable pavé, il y a 400 photos, etc. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, vous regardez ça, mais, là, pour le coup, c'est encore un autre monde. Et quel sera votre prochain voyage, donc? Alors, mon prochain voyage, je pars au mois de mars, plonger avec les baleines. Au large de la Dominique, entre Turk et Caïcos, c'est la Dominique. Et j'ai un projet là de photographier les baleines en noir et blanc. Oui, parce que c'est vrai, dans votre ouvrage aussi, il y a ces clichés en couleur, mais aussi en noir et blanc. Et on dit, c'est bien de vous, hein, ce n'est pas des clichés bien sûr, non, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Rodolphe Guignard d'être venu à Télésud pour nous présenter votre superbe livre Immersion, voilà, qui est paru chez Charles Moreau. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent comme d'habitude. Merci de votre fidélité, au revoir et à bientôt.